5, 4, 3, 2, 1. J'accueille aujourd'hui Olivier René dans les studios de RCF Haute-Normandie. Olivier René, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Olivier René, moi je vous connais, je vous connais depuis longtemps et je vous connais comme magicien. Je reviens un petit peu là-dessus parce que ce métier vous a pris un certain nombre d'années. Pourquoi vous étiez magicien? C'était quoi votre... ce que vous vouliez montrer par la magie? Alors, ce qui est intéressant dans ce métier de magicien, et pourquoi je suis devenu magicien, à mon avis, dans un premier temps, c'est beaucoup de voyages que j'ai pu faire. Donc, on est sur 10 années en Afrique, 4 années en Amazonie, et dans différents endroits. Ces voyages ouvrent l'esprit, développent l'imagination, et tout naturellement, je me suis tout à fait plu dans cette idée d'être magicien. Et à partir de là, de pouvoir développer mon imaginaire qui s'est éveillé lors de ces voyages. Oui, alors quand vous dites plus de 10 ans de voyage, c'est-à-dire que vous présentiez vos œuvres, vos tours, dans différents pays. Non, je parlais de mon enfance et de mon adolescence. Donc, là, entre 18 mois et, on va dire, 17 ans, je n'ai fait que voyager. Vous n'avez fait que voyager. Et ensuite, la magie s'est imposée à vous? Alors après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un enfant qui voyage énormément, le potentiel d'imagination se développe, le potentiel imaginaire se développe, et on se retrouve à vouloir être artiste. L'imagination, c'est le métier de l'art, et c'est pour ça que je suis devenu cinémagicien. Donc je me suis intéressé un peu à la prestidigitation, aux origines du cinéma, à la création audiovisuelle, et par cela, moi j'ai fait énormément de choses dans le métier du spectacle et dans le métier du cinéma. Spectacle et cinéma, et puis un jour la magie, on va dire, la magie a disparu peut-être. On peut dire ça comme ça? La magie s'éteint? Non, la magie ne s'éteint jamais, puisque c'est à travers l'imagination que l'on peut découvrir des choses cachées. Voilà, les choses cachées, vous êtes dit, je vais peut-être aussi les découvrir à travers l'écriture, peut-être montrer quelque chose. Et là, vous sortiez un livre qui s'appelle Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Alors, Gustave Flaubert à Rouen, évidemment, tout le monde le connaît, c'est la ville phare de Gustave Flaubert. Et le Grand Orient de France, comment ça vous a mis la puce à l'oreille, ça? Quelle est votre thèse finalement? Alors en fait, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une thèse, on est plus dans un essai littéraire, et en revenant d'Égypte, lors d'un voyage, je me suis intéressé à développer un concept autour de la prestidigitation. Je voulais monter un spectacle de magie orientale, et j'en suis arrivé à présenter au musée Flaubert, à Rouen, le voyage en Égypte de Gustave Flaubert. Et en fait, le lien avec la magie, la prestidigitation, c'est que Flaubert, éduquant dans les environs de Philae, rencontre un mage nubien que Flaubert citera dans son voyage en Égypte, et que Ducamp citera aussi dans son ouvrage Le Nil. Flaubert, il a fallu que, il voyage beaucoup, comme vous d'ailleurs, mais vous, votre essai, votre thèse, il a fallu que vous l'étayiez. Vous avez fait un premier livre, il y en aura 2 autres. Il y a aussi un DVD à l'intérieur qui montre toutes sortes de choses. Comment vous l'avez étayé? Quelles sont les preuves que vous avez tenté de réunir pour montrer tout cela? Alors, en fait, là, je n'ai même pas tenté, c'est-à-dire que j'ai réuni des preuves. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est un peu le musée Flaubert. Il y a une momie au musée Flaubert, il y a 2 momies au musée Flaubert. Il y en a une qui est de l'époque ptoléméenne, il y en a une autre qui est fin 19e, fin 18e, début 19e, et qui est ni plus ni moins qu'un maçon écossais avec son décor momifié. Il faut savoir que les maçons écossais de cette époque, comme Talleyrand d'ailleurs, se faisaient momifier après leur décès. On est sur un rite
écossais, mais surtout égyptien. Donc la momification. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille, mais pourquoi cette momie maçonnique dont personne ne voit la maçonnerie est au musée? Il y a donc quelque chose qui ne va pas, et donc je me suis un peu mis à la recherche de la maçonnerie de Gustave Flaubert. Et j'ai découvert, les circonstances m'ont aidé, un tableau de Gustave Flaubert en franc-maçon. Tout simplement. Alors, est-ce que, d'après vous, Olivier René, est-ce que c'est très important ou moyennement important que Gustave Flaubert soit franc-maçon? Est-ce que, à vos yeux, c'est important? Alors là, c'est important, oui, parce que Flaubert, maçon de par ce tableau, maçon de par sa correspondance avec Duplan. Hein, il suffit de lire la correspondance entre Flaubert et Duplan pour s'apercevoir que les Duplan, termes... c'était Duplan, c'était un proche de Gustave Flaubert, comme Fred Guérard aussi. Donc dans cette correspondance, on découvre des termes, qui sont des termes maçonniques. Et à partir de là, la maçonnerie de Flaubert n'est même pas à contester. Hein. C'est écrit, et le tableau, il existe, il a été reconnu comme étant un tableau de Flaubert. Oui, alors pour vous, c'était important, pas important, très important, alors, moyennement important? À partir de là, il faut savoir que Flaubert et Ducamp sont amis avec Alfred Guérard. Certes, tout à fait. Mais surtout, il faut savoir aussi que Maxime Ducamp est le petit-neveu de Champollion le Jeune. Champollion le Jeune, qui est, tout le monde le sait, le découvreur des hiéroglyphes égyptiens avec cette célèbre pierre de Rosette. Champollion est aussi maçon, Ducamp aussi, ce sont des maçons, et ce sont des spécialistes du cryptage et du décryptage. Ce qui signifie que l'œuvre de Flaubert est cryptée. Vous l'avez décryptée, vous? Alors moi, je ne l'ai pas décryptée, mais j'ai rencontré un professeur d'université qui travaille sur le sujet depuis 40 ans. Il faut avoir des connaissances que je n'ai pas pour accéder à ce genre de décryptage. Et effectivement, j'ai la chance de pouvoir travailler avec cette personne afin de démontrer que l'œuvre de Flaubert est aussi une œuvre cryptée. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture dans l'œuvre de Flaubert. Il y a la lecture profane, la lecture intermédiaire pour les clairvoyants, et la lecture initiatique, donc qui correspond au cryptage de l'œuvre de Flaubert. Et ça signifie quoi? Ça signifie que tous les articles de presse, toutes les thèses, tout ce qui a été écrit autour de Flaubert correspond à son œuvre visible. Rien n'a été, encore aujourd'hui, fait sur le fond, donc la face cachée de l'iceberg, donc l'œuvre essentielle de Flaubert, elle est où? Sacrée thèse. Alors, sacrée thèse, tout ça vous passionne, Olivier René? Ça devient passionnant parce qu'on peut se poser des questions sur l'histoire et sur l'histoire qu'on nous raconte. Parce que on est quand même en 2015, je n'ai pas de formation universitaire. Comment se fait-il que ce soit moi qui révèle la formation de Gustave Flaubert et ce côté crypté de son œuvre? C'est complètement aberrant. C'est complètement, peut-être. Et justement, la question que je voulais vous poser, c'est comment a été accueilli ce livre? C'est-à-dire, on va presque dire que c'est une bombe, un coup de théâtre, ou pour les personnes qui s'intéressent à la littérature. Comment ça a été reçu? Alors, malheureusement, les autorités locales qui sont autour de l'œuvre de Flaubert n'ont pas bien accueilli ce livre, dans la mesure où ils ne sont pas à l'origine de la découverte. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que j'ai une cote terrible. Alors, la... premier tome qui décrit Gustave Flaubert et le Grand Peuple en France. Ensuite, le deuxième tome, ce sera quoi? Alors, le deuxième tome traite du voyage en Égypte de Gustave Flaubert, mais surtout des deux encriers que Flaubert et Ducamp se sont fait fabriquer. Donc, ce sont des grenouilles d'Égypte en bronze, en forme d'encrier. Et donc le titre du bouquin s'appellera Le Pacte des Grenouilles. Le Pacte des Grenouilles. Et on passera ensuite au troisième. Oui, alors le troisième tome, c'est l'enfance de Flaubert, et tout particulièrement
la relation qu'il a eue avec Langlois Huguenin du Pont de l'Arche, qui a été son précepteur et son professeur de dessin. Pont de l'Arche, c'est un rapport avec la ville de Pont de l'Arche? Oui, tout à fait. Et c'est aussi un rapport avec Langlois, donc Langlois Huguenin du Pont de l'Arche. L'origine, c'est aussi l'anglais. Anglais du Pont de l'Arche. Donc voilà. Olivier René, on peut attendre le deuxième tome pour quand et le troisième tome pour quand? Alors là, il faut que le premier tome vive. Vive par lui-même, vous l'avez Voilà. fait à compte d'auteur. Alors, je l'ai effectivement financé moi-même, parce que c'est aujourd'hui arrivé en disant oui, Flaubert Manson, même avec des preuves, les gens vont vous regarder bizarrement, parce que ce n'est pas encore admis. Même si les preuves sont là, il y a des réticences, il y a aussi des barrières qui sont mises en place pour tout ce qui est, mais même, il n'y a pas qu'en littérature, les gens qui innovent, qui sont en avance, sont souvent un peu freinés. Tout simplement. Donc deuxième tome, allez. Alors le deuxième tome, on va dire à la fin de l'année 2015. Et puis le troisième. On va dire 2016, fin 2016, fin 2016-2017. Voilà. Pour tout savoir sur Gustave Flaubert et son rapport avec le Grand Orient de France, Olivier René, merci d'avoir été avec nous, puis on vous retrouve à la sortie du tome 2, puis à la sortie du tome 3. Alors on peut trouver le livre mais oui, voilà, nous, sur Amazon. Oui, Amazon. Voilà, donc c'est et alors à Rouen, on peut le trouver également à la librairie Brunet, rive droite, ou chez Dadès, à la librairie Dadès, rive gauche. Tout simplement en Haute-Normandie. Merci Olivier René, et à bientôt. Au revoir.